Hendrik Davy, le candidat plutôt pour la 5e circonscription des Bouches-du-Rhône et l'invité de Rue de la République. Ce soir, bonjour Hendrik Davy. Bonsoir. Bonsoir et merci d'être avec nous en compagnie de Léo Purguette, le président de la Marseillaise, directeur qui se marre déjà, il se moque de moi parce bonsoir, que j'ai dit bonsoir au lieu de dire bonjour, ou le contraire plutôt. Vous êtes donc docteur en écologie, vous êtes candidat pour la seconde fois aux élections législatives après un échec, il faut le dire, en 2017. Vous êtes représentant également de la France insoumise chez nous. Alors si on lit les sondages, la gauche unie est en tête. Jean-Luc Mélenchon est Premier ministre. Ça veut dire qu'il ne faut plus faire campagne. Vous avez déjà gagné. Enfin, la vie est belle, quoi. Les lendemains chantent déjà. Non. Une élection, c'est toujours un combat politique et l'élection, elle n'est pas gagnée. Hein. Elle n'est pas du tout gagnée. Par contre, c'est possible. Et ça, c'est de nature à mobiliser notre électorat. Parce que comme vous le savez, en réalité, le problème des législatives et de l'inversion du calendrier, c'est que l'électorat du candidat qui a gagné se mobilise. Hein. Donc, forcément, un effet un peu de vague, quelquefois. Voilà, c'est ce qui s'est passé en 2017 chez nous. Katia Raconbouzon a retrouvé les voix d'Emmanuel Macron en 2017. Et, c'est votre adversaire dans la 5e. C'est notre adversaire dans la 5e circonscription. Et par contre, en 2017, nous, on avait perdu près de 50% de nos voix parce que les électeurs des candidats qui ont perdu, en général, se démobilisent. Donc, tout l'enjeu qu'on va avoir pendant ces semaines de campagne, c'est de convaincre les électeurs que nous pouvons gagner, et les sondages nous donnent raison pour l'instant, puisqu'on est en général entre 28 et 31% des voix devant En Marche, et de façon à ce qu'ils se mobilisent, et que les électeurs qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon ou pour les autres candidats de la gauche ou de l'écologie politique aillent voter et votent pour nous. Et dans ce cas-là, oui, on a de bonnes chances de gagner dans la circonscription, et puis on a de bonnes chances d'avoir la majorité à l'échelle du pays. Alors je vais vous taquiner évidemment sur cette alliance à gauche, mais peut-être laisser Léo Purguette commencer pour une question. Sur la mobilisation de votre électorat, est-ce que Jean-Luc Mélenchon, finalement, en s'affirmant aussi sûr de lui, ne risque pas de produire l'effet inverse? Il a dit encore vendredi qu'il souhaitait rencontrer Madame Borne pour pouvoir lui affirmer que si elle oubliait un carton dans son bureau, il pourrait lui rendre très prochainement. Non, parce que le problème qu'on a, effectivement, c'est que les citoyens pensent que, globalement, l'élection est jouée. Moi, je rencontre plein de gens qui me disent « Non, mais de toute façon, Macron est élu, donc voilà, pourquoi il faudrait aller revoter ?» Et il faut réexpliquer aux gens que l'Assemblée nationale, c'est les députés à l'Assemblée nationale qui votent les lois. Et donc, tout ce qui régit notre vie est voté par les députés et donc pas uniquement Macron. On n'est pas encore en dictature. Voilà. Il faut réexpliquer ça aux gens. Et pour réexpliquer ça aux gens, il fallait une sorte de mot d'ordre un peu obus. Hein. Et le coup du Mélenchon Premier ministre, on n'est pas les seuls à avoir trouvé ça malin, puisque même des éditorialistes plutôt de droite ont dit que Mélenchon avait fait un coup, parce qu'en réalité, ça a mis le doute chez une partie de citoyens. Et ils se sont rappelés qu'ils ont eu des cohabitations. Et donc c'est ça qu'on essaye de faire, hein, c'est de pousser les citoyens à dire ah bah si, c'est possible en réalité. Oui, sauf que pour rester sur la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, et on reviendra ensuite sur les idées et sur le camp à gauche, c'est quand même quelqu'un qui est assez clivant, et de s'affirmer comme ça Premier ministre pour un parti qui veut sortir finalement du côté je personnifie le pouvoir en accusant Macron d'être un président vertical, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour la démocratie, non, peut-être? Alors il y a plusieurs réponses à ça. La première chose, c'est que c'est tout à fait légitime. Je suis Premier ministre. C'est légitime de dire que je veux l'être peut-être. Non, c'est légitime de dire nous pouvons gagner les élections législatives, et c'est légitime de dire que si on gagne les élections législatives, celui qui pourra être amené à être Premier ministre, c'est celui qui a fait 22% à l'élection présidentielle. Qui d'autre est légitime à gauche? Personne. Donc, c'est Jean-Luc Mélenchon qui devra et qui pourra être Premier ministre. Donc ça, c'est un fait. Et les Français, contrairement à ce que vous croyez, sont assez... pour eux, c'est assez évident. Enfin, il a quand même fait 22%, il a failli être au second tour. Donc ça, c'est le premier élément. Donc, je ne crois pas que ça soit de nature à démobiliser l'électorat ou à faire... c'est de nature plutôt à mobiliser les gens qui se sont portés sur nos listes... que ce soit le Parti communiste. Oui, mais au moment où il faut rassurer effectivement les gens de gauche, peut-être un peu plus modérés que ceux que vous représentez aujourd'hui, la figure de Jean-Luc Mélenchon avec un certain nombre d'outrances et d'excès, je suis la République, etc. Est-ce que vous risquez pas de le payer dans les urnes, y compris vous qui êtes candidat plus modestement dans la 5e des Bouches-du-Rhône? Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. On verra bien. Je ne pense pas. Donc, de toute façon, il faut expliquer les deux choses. C'est-à-dire qu'à la fois qu'on souhaite avoir globalement une majorité et Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, et d'autre part d'élire des députés dans chaque circonscription, et on ne vote pas pour Jean-Luc Mélenchon, on vote pour le député. Voilà. Donc il faut expliquer ces deux facettes de l'élection, c'est tout. Je pense pas que ce soit un problème. Léo? Alors néanmoins, évidemment, on sort d'une séquence présidentielle où chaque force de gauche, parce que c'est un peu le jeu institutionnel, a présenté son candidat. Comment vous arrivez à recréer du lien sur le terrain
avec vos partenaires. Est-ce que cette campagne est réellement collective ? Alors, dans notre circonscription, en tout cas, ce qu'on a souhaité faire, c'est réellement avoir une direction de campagne tout à fait collective. Donc, toutes les forces de la gauche et de l'écologie politique qui sont représentées, que ce soit le Parti communiste français, EELV, Génération, le Parti socialiste, ils ont tous pris la parole lors de notre lancement de campagne qu'on a fait la semaine dernière. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une campagne pluraliste. Et pour l'instant, la mayonnaise prend. Pourquoi elle prend ? Pas parce que... on s'aime les uns les autres, Jean-Luc Mélenchon est génial. Non, elle prend parce qu'on a un programme qui est sorti d'ailleurs hier, qui a été rendu public hier, et que ce programme, il est ambitieux, c'est un programme de rupture qui vise réellement à répondre aux défis qu'on a devant nous. C'est cet horizon-là qui nous mobilise. Et ça mobilise autant les électeurs ou les militants de ELV, la question de la planification écologique, une fois qu'on a débattu et puis que finalement on a compris que les uns et les autres on parlait bien d'une planification qui était à la fois écologique, citoyenne, qui partait du local pour venir au national, parce qu'il y a eu des débats entre ELV et la France Insoumise dans le passé sur ces questions-là, un programme qui est ambitieux socialement, pour faire face à la crise sociale et à la crise environnementale. Et je crois que c'est le programme qui a été la force, et autant que la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, c'est le programme qui a été la force de l'Union populaire, et je crois que c'est le programme et le rassemblement qui seront la force de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. C'est vraiment les mesures, les 650 mesures sur lesquelles nous reviendrons, qui, à mon avis, c'est vraiment ça notre force collective. Alors, 650 mesures, en effet. 33, vous appelez ça des nuances. Peut-être on peut appeler ça des points de divergence. Vous assumez oui, le nucléaire, la politique étrangère, quelquefois. L'Europe. C'est une première, finalement, d'avoir un constat de divergence aussi. Comment elles vont s'exprimer, ces divergences Alors, c'est pas une première, parce que si je me souviens bien, quand En Marche a travaillé avec le MoDem sur la question de la proportionnelle, il y avait déjà eu des divergences ou des choses un peu différentes entre ce que pouvait dire François Bayrou ou Emmanuel Macron. Donc, toutes les majorités, quand elles sont pas à elles seules, elles peuvent diriger le pays. Il y a des nuances, que ce soit à droite, il y aurait une majorité à l'extrême droite, il y aurait aussi des divergences. Ça vous a pas échappé entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Donc sincèrement, c'est normal qu'il y ait des nuances entre nous. Comment on va les gérer ? Je pense qu'effectivement, là, on a mis les cartes sur la table. D'abord, sur les 150 mesures, il y a quand même beaucoup de convergences. J'ai regardé les paragraphes de divergence et des petites choses, etc. Sur les paragraphes de divergence, à ce moment-là, il y aura un débat à l'Assemblée nationale. Il y aura des réunions de l'intergroupe. Chaque groupe travaillera aussi ses propres propositions et on verra en fait à l'arrivée quelles seront les mesures qui feront consensus ou que nous défendrons à l'arrivée. Et donc c'est redonner, et ça je crois que c'est très important pour les citoyens, c'est redonner aux parlementaires leur vrai rôle et leur vrai rôle social et leur vrai rôle institutionnel. C'est-à-dire que c'est eux qui dans le débat sont capables d'élaborer les lois. Et c'est pas donc le programme, c'est un point de départ. À un moment donné, qui tranchera ? Parce qu'effectivement, redonner le rôle du Parlement, c'est bien, effectivement, parce qu'il nous représente, il représente d'une manière générale la France. Mais qui tranchera sur le nucléaire en disant il faut fermer telle centrale ? Non, alors sur les EPR, par exemple, stand-by, pas stand-by, qu'est-ce qu'on fait ? Le vote des députés. C'est la souveraineté. La souveraineté nationale du peuple français se traduit par une représentation législative. Il y a des débats au niveau des députés et après ils votent. Et pour des grandes questions comme le nucléaire, si réellement, pour des très grandes questions, il y a la possibilité d'avoir recours au référendum. D'ailleurs, dans notre programme, on avait la question du référendum d'initiative citoyenne. Donc on peut imaginer, si vraiment il y a des blocages, ou plutôt si vraiment il y a des questions, des grandes questions de société sur lesquelles on a besoin de revenir à une légitimité plus forte, la question du référendum d'initiative citoyenne se pose. Voilà. D'autant que pour l'instant, même si la NUP est effectivement en tête des sondages, on est très loin d'une majorité d'idées dans le pays, puisqu'on est autour de 27, 28, 29%. Est-ce que ça vous inquiète et comment vous allez prendre cette question pour progresser finalement dans les consciences ? Alors, je suis pas complètement sûr qu'on soit loin d'une majorité d'idées. En réalité, si on regarde la retraite à 60 ans, nous sommes majoritaires. Si on regarde le SMIC à 1 500 €, je suis sûr que nous sommes majoritaires. Si on regarde la question de la planification écologique, vu que maintenant Emmanuel Macron nous a même repris le concept, je pense que nous sommes majoritaires. Si on prend les questions, et on avait fait ça au tout début de la campagne de l'Union populaire, vous vous en souvenez peut-être,
on avait fait un certain nombre de sondages. D'ailleurs, c'est l'Humanité qui avait, je crois, publié les sondages. Et on s'était rendu compte que sur un certain nombre de grandes propositions qu'il y avait dans l'Union populaire, mais que partageait, par exemple, le Parti communiste français ou ELV, en réalité, les Français étaient d'accord avec nos propositions. Hein. Donc, sur les questions sociales et écologiques, je pense que nous sommes majoritaires. Nous ne le sommes peut-être pas sur d'autres questions. Ça, donc, il n'y a peut-être pas une majorité d'idées sur toutes les questions. Ça, c'est vrai. Mais sur les questions sociales, je pense que maintenant, nous sommes majoritaires dans le pays. Il y a une recomposition politique qui s'est faite sur les résultats quelque part du premier tour qu'on est en train de voir. Et finalement, on se rend compte que le vote utile, il a été au bénéfice de Jean-Luc Mélenchon au détriment du Parti socialiste, par exemple. Donc on est en train de construire une majorité de gauche, ou en tout cas une alliance de gauche, sur quelque chose qui est peut-être un peu faux également, puisque Jean-Luc Mélenchon, pardonnez-moi, malgré son très bon score à la présidentielle, on peut pas dire qu'aujourd'hui la France insoumise soit à ce point aussi forte, si vous voulez. Donc quelque part, est-ce que cette recomposition à gauche, c'est pas une recomposition un peu de dupe par rapport justement à un certain nombre de gens de sensibilité de gauche qui ne se retrouvent pas chez vous, par exemple? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a eu un grand débat qui a clivé la gauche, c'est le traité constitutionnel européen de 2005. Il y a une ligne de fracture au sein de la gauche entre ceux qui pensent qu'il faut adapter le capitalisme, adapter le néolibéralisme. Parce que ce qu'on est en train de vivre, finalement, c'est une nouvelle phase du capitalisme qui est née avec Pinochet, Thatcher et Reagan. Hein, et que décrit assez bien, d'ailleurs, pour ceux qui le connaissent, Jonathan C'est le nouveau Coe. clivage, ça, capitaliste, anticapitaliste? Non, c'est pas le nouveau clivage. Je finis juste là-dessus. Jonathan Coe décrivait très bien ça en Angleterre. Le testament à l'anglaise, bienvenue au club, etc. Il décrivait très très bien cette casse de l'État social anglais. Bon, on est en train de vivre ça au ralenti en France, pour des tas de raisons. Hein. Et la gauche, finalement, s'est divisée entre celles qui s'affrontaient à ça, en disant non, et celles qui s'adaptaient à ça. Bon. Et je crois que ce qui s'est passé avec François Hollande, c'est que la ligue de ceux qui s'adaptaient à ça, en fait, a échoué. Hein, et a fait s'écraser la gauche. Bon. Donc, en réalité, ce qui s'est passé d'abord en 2017 et aujourd'hui en 2022, c'est que la ligne, finalement, qui est plutôt une ligne de rupture, est majoritaire au sein de la gauche. Et c'est pas juste là Mélenchon en 2022, c'est quand même il a fait déjà en 2017 un score de 19%, là en 2022 de 22%. Donc cette ligne-là est majoritaire. Mais dans le passé, la gauche, du temps de la gauche plurielle, s'est recomposée, s'est rassemblée dans sa diversité avec les deux lignes. Mais sauf que le centre de gravité était plutôt sur une ligne d'acceptation ou d'adaptation. Là, je pense que le centre de gravité est plutôt sur une ligne de rupture. Ça ne veut pas dire anticapitaliste, non. Ça veut dire les anticapitalistes, c'est le nouveau parti anticapitaliste, c'est Lutte ouvrière. D'ailleurs, ils nous soutiennent pas en ce qui concerne ces élections. Donc non, c'est une ligne de rupture et de refondation d'une social-démocratie qui est vraiment qui revient avec les bases du socialisme historique, en y adjoint, en rajoutant évidemment l'écologie politique. Mais je pense que c'est cette ligne ambitieuse, voilà. Alors vous avez raison sur les rapports de force nationaux, c'est assez différent sur les territoires et dans les élections qui ont été intercalées entre ces deux présidentielles. On pense notamment à Marseille, où la France insoumise s'est tenue à côté des municipales. Est-ce que aujourd'hui, les retrouvailles sont possibles avec les acteurs du printemps marseillais? J'ai été à la réunion de lancement de mon ami Mohamed Ben Saada dans les quartiers nord et j'ai eu l'honneur, on a eu l'honneur d'avoir la venue du maire Benoît Payan. Donc la réconciliation est actée. Je pense que c'est pas ça l'enjeu. Et en réalité, quand vous dites les rapports de force, il faut distinguer les rapports de force politiques, l'infra, et puis réellement leur expression. Moi, de ce que j'ai vu quand même pendant le printemps marseillais, c'est que c'est le même électorat qui veut quand même une certaine ligne de rupture, qui a voté printemps marseillais. C'est le même électorat, dans les bureaux de vote, on le retrouve, qui vote Jean-Luc Mélenchon en réalité. Donc ça s'exprime un petit peu de façon différentielle. Mais vous n'y étiez pas parce que vous considériez à ce moment-là que le compte n'y était pas. Alors non, on n'y était pas parce que pour la même raison que je vous expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que nous pensions, et nous pensons toujours, que la recomposition, la refondation de notre camp social et de la gauche et de l'écologie politique doit se faire sur une ligne de rupture par rapport au système actuel, pas pour le plaisir. Et parce qu'à un moment donné, si il fait 50 degrés en Inde aujourd'hui, il faut réellement qu'on aille vers des transports en commun massifs, etc. Il faut changer de braquet. Et donc, ce qu'on pensait à l'époque, et je pense pas qu'on ait complètement tort, c'est que d'avoir un maire qui vienne du Parti socialiste, c'était pas incarner cette rupture. D'ailleurs, lui-même a fait le choix du pas de côté, puisque c'est la gauche des Verts et Michel Rubirola qui a gagné. C'est pas Benoît Payan. Je vous le rappelle quand même. La maire qui a été élue par les Marseillais, c'est Michel Rubirola, qui incarnait la gauche des Verts.
Donc je ne pense pas qu'il y ait réellement quelque chose de divergent par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Hendrik Davy, j'ai envie de vous entendre sur deux choses. D'abord, le score particulièrement élevé de l'extrême droite aux élections présidentielles, et puis l'abstention également qui reste majoritaire dans ce pays. Peut-être pour commencer, l'extrême droite. Que peut faire la France insoumise pour convaincre les gens de revenir voter à gauche, ceux qui se sont un petit peu perdus, peut-être entre guillemets, en tout cas de votre point de vue, du côté de l'extrême droite? Je ne sais pas si les gens se perdent. Je pense que ils votent en tout cas. Je pense que ça se nourrit de deux choses. D'abord, le désespoir social. Le fait que les gens n'arrivent plus à boucler les fins de mois. Le fait qu'il n'y a plus de services publics dans beaucoup de zones rurales ou périrurales. Et donc, c'est pour ça, c'est cette France-là. Hein, la France de l'extrême droite, c'est la France... si vous tracez là où il n'y a plus de maternité, là où il n'y a plus de poste, là où il n'y a plus de banque, hein, il y a un autre type de service, et ben vous retrouvez une partie du vote du Rassemblement national. Là où il n'y a plus d'industrie. Bon. Donc, le Rassemblement national se nourrit finalement du désespoir social. Donc, il faut parler à ses électeurs? Oui, bien sûr qu'il faut leur parler, et notamment, il faut leur parler en leur disant qu'on veut réellement reconstruire notre pays à partir de l'emploi local. Hein. Nous, dans la planification écologique, il y a ça. Il y a une agence nationale de relocalisation de l'emploi. Il faut parler à ces électeurs avec ça. Mais il faut leur parler avec une autre chose aussi. C'est que ce qui fait le lit du Front National et du Rassemblement, avant et maintenant du Rassemblement National, et encore plus de reconquête, c'est le racisme. Et donc, il faut combattre frontalement le racisme. Et cette peur de l'autre, elle vient pas également de la déshérence ou du fait qu'on se sent perdu et paumé? C'est une conjonction de choses. Donc il faut lutter contre ça. Mais il faut lutter contre la désertification industrielle, il faut lutter contre la misère sociale d'une part, hein, qui fait le lit et qui faisait le lit du fascisme italien. Moi je viens d'une famille qui a fui le fascisme italien, je sais ce que c'est, qui a fait le lit de la montée d'Hitler en Allemagne. Mais il faut se battre aussi dans les idées contre le racisme. Et pour ça, Jean-Luc Mélenchon a toujours été extrêmement clair, et notamment dans sa bataille contre l'islamophobie, en disant on arrête de stigmatiser les musulmans aujourd'hui comme on a stigmatisé les juifs dans le passé. Et sur l'abstention, très rapidement, parce que ce qu'on a vu entre les alliances, justement la gauche, pas la gauche, l'investiture, pas l'investiture, c'est pas forcément de nature à faire revenir les électeurs vers les urnes, non, si? Non, mais je pense que ça, l'abstention, c'est très compliqué. C'est une conjonction aussi de beaucoup de choses. Moi, à mon avis, il y a quand même une société de plus en plus individualiste qui pense que finalement, s'en sortir par soi-même, c'est la seule solution. Et il faut combattre ça. Et d'autre part, il faut qu'on ait des élus relativement exemplaires qui fassent leur travail et qui élaborent des lois qui changent réellement la vie des gens. Et quand on aura fait cette démonstration, on arrivera à faire revenir les gens aux urnes. Mais quand c'est des enjeux, hein, en 2017, et dans une moindre mesure là, en 2022, il peut y avoir une hausse de la participation. On peut retrouver des hausses de participation. Donc je pense que c'est de montrer que c'est possible. Hein. C'est pour ça que l'idée Mélenchon Premier ministre, c'est de nature à faire venir les gens, parce que ça veut dire qu'on n'aura pas la retraite à 65 ans. D'un côté ou de l'autre, hein, d'ailleurs. Oui, mais non, parce qu'une grande partie des électorats populaires ne veut pas la retraite à 65 ans. Oui. Et ils veulent pas de la casse sociale, ils veulent pas des attaques sur les chômeurs. C'est pas vrai, ça. Donc si on les fait voter, je vous jure qu'ils voteront pour nous. Alors, vous évoquiez le combat frontal contre le racisme. Il y a eu quand même un climat, je voudrais avoir un petit peu votre sentiment sur le climat qui se développe actuellement. Avant d'être rattrapé par des affaires d'agression sexuelle, il y avait ce candidat à Abouaf qui était condamné en première instance pour des propos injurieux à raison de l'origine. Et puis il y a désormais l'un de vos alliés, Éric Piolle, qui a mis sur la table une question qui nous paraît un petit peu étonnante pour le timing, celle du burkini. Comment vous analysez ce climat et comment vous pouvez avancer là-dedans, frontalement contre le racisme? Vous mélangez plusieurs choses. Je pense que ce qui est une très bonne nouvelle, c'est que des hommes qui agressent des femmes ne soient plus impunis et que, y compris quand c'est pas encore passé en jugement, que les instances politiques leur disent pour te défendre y compris, voilà, tu ne seras pas candidat. C'est ce qui s'est passé avec Tahabouaf, c'est ce qui se passe maintenant dans la plupart des forces politiques et c'est une très bonne nouvelle car le harcèlement sexuel dans les milieux politiques est un vrai souci et là c'est la victoire de MeToo. Donc c'est quelque chose de positif. Je ne sais pas comment le perçoivent les Français, mais c'est en réalité quelque chose de positif. Sur le reste, c'est-à-dire la place de la religion dans la sphère publique, c'est un débat très ancien dans la gauche. Moi, j'en reste à la base de ce qu'on a toujours défendu sur la laïcité, c'est la neutralité de l'État. C'est l'État qui se doit d'être neutre. Hein. Et moi, en tant que fonctionnaire, quand je représente l'État, je me dois d'être neutre. C'est-à-dire, je ne dois pas porter de croix, ni de kippa, ni de quoi que ce soit de la religion musulmane.
Mais pour le reste, les religions ont le droit de s'exprimer dans la sphère publique. C'est pour ça que le délire de Marine Le Pen de vouloir interdire le voile dans la sphère, enfin dans l'espace, dans la rue, etc. C'était une atteinte très grave à la laïcité. C'est une atteinte très très grave à la laïcité. On revient un siècle en arrière. Voilà. Donc aller ressortir ces débats-là, etc. Je pense que c'est de nature à faire monter l'extrême droite. Ce qui est quand même étonnant, c'est que d'ordinaire, c'est l'extrême droite qui met ces débats au centre du débat public. Et là, ça vient de la gauche. Non, ça vient pas de la gauche. Éric Piolle prend une décision. Après, sa décision, on peut être pour ou pas d'accord, mais que les médias veulent faire le buzz sur sa décision, qui est une décision qu'on peut discuter. Enfin, moi, je n'ai pas d'avis sur la question là tout de suite à brûle pour point. Mais sincèrement, je pense que c'est l'hystérie collective qu'il y a autour de l'islam qui pose problème. C'est pas voilà. Donc, je vais dire en l'occurrence, la période, il savait très bien que ça allait faire ce genre de buzz. Effectivement, donc peut-être pas toujours accuser les médias, un peu de confraternalité, je vais réussir à le dire. Encore une question, Léo, peut-être avant la fin, ou la question signature. Elle va amener à la question signature, c'est la question de la 6ème République. Elle est contenue dans le programme de la NUP. Concrètement, quel chemin vous allez emprunter pour changer de République? Parce que quand on a une majorité à l'Assemblée, ça suffit pas forcément. Je pense qu'il y a déjà il y a plusieurs mesures qui sont dans la dynamique de la 6ème République qu'on va pouvoir quand même mettre en œuvre. Je pense que le référendum d'initiative citoyenne, typiquement, le non-cumul des mandats, la proportionnelle, voilà, toutes ces choses-là, en fait, toutes ces mesures-là que demandent les Français vont pouvoir être mises en œuvre. Donc après, c'est un long chemin. La 6ème République, c'est comme on parlait de, c'est comme il n'y a pas de grand soir de la 6ème République. C'est un processus. Voilà, c'est un processus de refondation. Évidemment, on va pas pouvoir le mener de la même façon que si Jean-Luc Mélenchon et Lyon Populaire avaient directement et il avait été élu à la présidence de la République. Mais je crois que le chemin demeure le même. Je pense pas que c'est un grand changement par rapport à ça. Dernière question, donc, Hendrik Davy, la République, c'est quoi pour vous? Et vous avez interdiction évidemment de dire c'est moi, ça a déjà été pris. Alors non, je n'aurais pas dit que la République c'était moi. Non, la République, c'est ce qui est très important quand on vit dans une collectivité, c'est de savoir finalement à quelle communauté on appartient. Et nous, c'est la communauté française. Et la République, pour moi, c'est la mise en commun de notre volonté générale. Bon, c'est le contrat social de Rousseau. C'est vraiment, c'est né avec ça, ce concept-là. C'est-à-dire c'est comment on élabore une volonté générale. C'est quelque chose qui est pas simple, même d'un point de vue philosophique, pour l'avoir travaillé, c'est quelque chose qui est pas simple. Et comment, en réalité, une fois qu'on l'a élaboré, donc ensuite comment on la met en œuvre. Et la République, c'est ça, c'est cette fabrique-là, c'est tout. Et elle doit être sociale et écologique aujourd'hui. Merci Hendrik Davy. Et la question des... Voilà, merci, ça sert après pour les lecteurs de la Marseillaise. D'accord. Merci d'avoir été notre invité dans Rue de la République. Nous étions en compagnie de Léo Purguette pour vous recevoir. Merci. Je vous remercie beaucoup pour l'accueil.